Sageco. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa et de l'entreprise InfoSag avec l'émission Sageco. Sageco d'aujourd'hui est spécial parce que le sujet que les internautes de l'espace francophone ont choisi, c'est de la République démocratique du Congo, c'était l'économie rurale. Cette semaine, on l'a traité. Beaucoup de personnalités ont passé. Et puis, c'est d'aujourd'hui, c'est pas le moindre, c'est le grand Norbert Yamba qui est dans ce plateau avec moi-même, Mathieu Takizala. On va essayer de parler encore de ce sujet, l'économie rurale. Bienvenue, M. Norbert Yamba, dans cette émission de la chaîne francophone de l'entreprise et de l'économie. Merci pour l'invitation, Mathieu. Merci encore une fois de m'associer à cette série d'émissions qui porte sur la restauration, n'est-ce pas, de l'Afrique francophone qui visiblement s'est éloignée aussi de l'économie parce que on nous taxe de temps en temps que nous aimons bien philosopher, mais la culture entrepreneuriale, ça n'existait pas. Or, aucun besoin ne peut être satisfait s'il n'y a pas à la base l'économie. Donc, coup de chapeau pour le choix des thématiques, coup de chapeau pour le choix et l'orientation, n'est-ce pas, de la chaîne. Hein. Donc, nous sommes dispos à venir de temps en temps apporter ce que nous pouvons pour promotionner l'économie congolaise, pourquoi pas francophone, j'allais dire africaine, et promotionner également la chaîne qui n'est pas suffisamment connue parce que ce soit l'élite politique, que ce soit l'élite économique, on ne comprend pas encore ce que représente en termes de valeur intrinsèque une chaîne économique. Et donc, nous avons la responsabilité, n'est-ce pas, de publiciter ce travail pour qu'il soit adopté, j'allais dire consommé par les Congolais, pourquoi pas les Africains. Cher Norbert, vous avez fait les études d'économie. L'économie moderne d'aujourd'hui, elle se compose dans des parties, dans les États. Mais aujourd'hui, nous allons rester plus dans la partie rurale. Parce qu'une ville, avant de devenir ville, commence village, mais dans le village aussi, l'économie s'exprime. Et à l'heure actuelle que nous sommes en train de tourner cette émission, quelle est la photographie de l'économie rurale de la République démocratique du Congo? Bon, il faut reconnaître que l'économie rurale n'est pas une science spécifique. Parce qu'en réalité, lorsque vous dissociez les concepts économie et les concepts rural, vous allez comprendre en réalité que le rural est une question fondamentalement d'espace. Et cet espace a un certain nombre d'activités économiques. Et donc tout ce qui est activité économique qui se déroule dans l'espace rural, c'est ce qu'on appelle économie rurale. Et je crois que la question la plus importante, c'est de savoir quelles sont ces activités potentielles qui sont opérationnelles en milieu rural, qui peuvent être promotionnées, n'est-ce pas, et constituer des entreprises, des investissements qui vont dans le sens d'aider le pays à avancer. Première chose, l'activité principale dans le monde rural, vous avez l'agriculture, les activités agricoles. Parce que les espaces ruraux sont pour la plupart des forêts, des savanes. Et dans ces espaces, il faut cultiver soit le manioc, il faut cultiver soit le maïs, les céréales de manière générale, ou les légumineuses comme le soya, les arachides, etc. Il y a aussi des arbres, le riz, le maïs, etc. Il faut créer des entreprises qui vont dans le sens de pouvoir produire ces dons questions. Et il n'y a pas que la production, il faut transformation. Et transformation au travers véritablement des industries. Parce que la valeur ajoutée d'un produit repose sur sa transformation.
À ce moment-là, on peut avoir une série, n'est-ce pas, de produits, ce qu'on appelle la chaîne de valeur ajoutée. En dehors de ça, parce qu'il est anormal de dire que l'économie rurale est égale à l'économie agricole. Non. L'économie rurale, certes, l'agriculture est là. Vous avez l'artisanat. Il y en a ceux qui travaillent dans le cadre de l'artisanat. Ils peuvent fabriquer des chapeaux, ils peuvent fabriquer, de machettes et compagnie, etc. Et ça, c'est l'artisanat. Et on peut y mettre des moyens pour qu'on transforme véritablement cette économie, pour qu'elle devienne à la base de la satisfaction des besoins de ce monde rural. Certainement que, au-delà de cela, il y a aussi des activités administratives, parce qu'il n'y a pas que des paysans, il n'y a pas que des artisans, mais il y a aussi des fonctionnaires de l'État. Je voudrais également apporter quelque chose en disant, à tendance générale, lorsqu'on veut différencier l'économie rurale et l'économie urbaine, on a tendance à dire qu'écoutez, l'économie urbaine est caractérisée plus par l'industrialisation, les services et la digitalisation, le numérique. Écoutez, la différence n'est que des degrés. Parce que même au niveau du milieu rural, il peut y avoir des industries. On a connu par le passé le travail agricole en milieu rural qui est industrialisé en termes de production. Et 44% des recettes en devises venaient du secteur agricole. Mais ce n'était pas un milieu urbain, c'était un milieu rural. Il y avait des industries. On a trouvé plus de 169 sociétés agricoles, etc. Donc, l'industrie peut être rendue opérationnelle en milieu rural. Encore que dans ces milieux-là, non seulement on trouve les activités agricoles, mais il y a aussi des ressources naturelles de manière générale. Et donc, on peut avoir des industries. Et sur base du développement industriel, on peut avoir des entreprises de services qui, au lieu de rester essentiellement au niveau urbain, ces entreprises peuvent être rendues opérationnelles, n'est-ce pas, au niveau rural. Parce qu'en réalité, la ville n'est pas un modèle achevé du développement. Les villes sont essentiellement les anciens villages qui se sont transformés à travers les activités réalisées. Même en milieu rural, outre l'industrie, outre les entreprises de services, on peut y mettre aussi des numériques. C'est ainsi que généralement, on a tendance à dire, si vous voulez avancer, même en milieu rural, il faut qu'on donne ce qu'on appelle l'électricité. Parce que c'est l'énergie qui permet véritablement la transformation. Donc, la différence entre l'économie urbaine et l'économie rurale n'est que des degrés. Toutes ces activités sont compatibles à chaque niveau d'atterrissage. Le plus important, c'est que en milieu rural, il n'y a pas beaucoup de relations organiques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait essentiellement des services, des relations de services, il y a plus de relations mécaniques, où il y a une sorte de respect de la sociologie. Et que, bon, cette sociologie s'infiltre au niveau des institutions, et donc ça donne une autre façon de faire qu'en milieu urbain. Mais non, lorsqu'on veut le développement, on peut pouvoir le réaliser un peu presque partout, et la différence n'est que des degrés. Voilà, vous dites bien que la différence n'est que des degrés, mais nous voyons que le phénomène qui est en train d'accroître sociologiquement à la démocratie du Congo, de cet afflux des gens qui quittent le milieu rural vers le milieu urbain. Donc ça veut dire que l'économie dans le milieu rural était frustrée. Et c'est vrai. À l'aube de notre indépendance, je crois l'avoir dit, c'est très clair que il y avait ce qu'on a appelé autrefois l'exode urbain. Ça veut dire les gens quittaient la ville vers le milieu rural. Le milieu rural. Parce qu'il y a eu des agglomérations où ces entreprises qui étaient déjà opérationnelles, quand vous regardez les camps d'EVA, quand vous regardez les cacao, les cafés, etc., il y avait des entreprises spécialisées sur ces questions. Et ces entreprises facilitaient la résorption du chômage. Beaucoup trouvaient du travail. Beaucoup étaient payés. Beaucoup étaient bien logés. Les soins de santé étaient disponibles. Et croyez-moi, dès qu'on a eu l'indépendance,
les choses commençaient à s'effriter. Parce qu'en réalité, le taux du budget qui était alloué n'est-ce pas, dans le secteur agricole qui est la principale, parce que 80% des gens en milieu rural s'occupent de ces questions. Et donc, on est parti de 44 à 2%. La moyenne des 32 ans de la dictature mobussienne, etc. Et donc, tout s'est effondré. Parce qu'en réalité, pour que le monde rural, l'économie rurale soit prospère, on a besoin que véritablement la volonté gouvernementale s'affiche au travers le budget qu'il alloue autour de ces différentes activités. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que la politique foncière puisse aussi être compatible par rapport aux besoins n'est-ce pas, des ruraux. Il y a des gens, par exemple, qui sont en milieu rural, certes, mais dont les espaces font l'objet de spéculations aujourd'hui par des preneurs qui, généralement, cherchent à aliéner les moments venus, etc. Et pourtant, il y a des gens qui manquent, n'est-ce pas, des espaces pour travailler. Il faudrait également que cela s'affiche autour des crédits qu'il faut allouer, n'est-ce pas, aux ruraux. Hier, c'était la Banque de crédit agricole. Déjà en 1981, le président Mobutu a mis en place cette banque. Il a mis également la SOFIDE, la Société des finances et du développement. Moi-même, j'ai fait une étude, n'est-ce pas, à 90 sur la Banque de crédit agricole. J'ai trouvé que 99% n'est-ce pas, des moyens qui étaient disponibles à la Banque de crédit agricole étaient alloués essentiellement aux hommes politiques, que ce soit les membres du bureau politique, du comité central ou des députés. S'il y a eu 1%, c'est que cela a été attribué naturellement à une coopérative qui était à Likasi et qui était celle de prêtres. Donc vous comprenez que au lieu de démocratiser le crédit, il faut donner la possibilité aux agriculteurs de pouvoir faire le travail. Et donc, tel n'a pas été le cas. On a trouvé qu'il y avait des tracteurs qui étaient laissés dans des parcelles, des responsables politiques et compagnie, etc., mais qui n'ont rien donné en termes d'apport par rapport à l'économie rurale. Il faut également, lorsqu'on veut véritablement la prospérité économique en milieu rural, tenir compte de la recherche dans le domaine agricole. Et certainement que notre pays a fait un travail avec n'est-ce pas, la colonisation, où il y a eu des centres de recherche. Vous allez dans le Congo central, vous avez le centre de recherche de Mvoisi. Donc, quand vous dépassez Bazangungu. Et c'est de Yangambi. Bon, vous avez le centre de Yangambi à 90 km de Kisangani. Vous avez Boketa dans le sud Ubangi. Vous avez Mulungu dans le sud Kivu. C'est des Kimbinga à côté de Kikwit, je crois, 40 ou 20 km. Et vous avez Ngandajika, des centres. Mais il faut visiter ces centres. Ils ne sont plus opérationnels. Il y a eu dégradation. L'université, la faculté agronomique qui était opérationnelle à Yangambi se trouve aujourd'hui à Kisangani. Mais il faut voir les investissements. InfoSag lance sa campagne de recrutement pour l'année 2024. Offre d'emploi disponible du 8 avril au 20 du mois pour un niveau d'études supérieur tel que doctorat, licence et graduat. Tous, présentez-vous par mail ou sur nos adresses réseaux sociaux InfoSag pour un poste de reporter, journaliste reporter d'image, journaliste d'entreprise, reporter de guerre, grand reporter, rédacteur, assistant de rédaction, pigiste, community manager, cadreur, chroniqueur, présentateur, présentateur de flash, commentateur sportif, secrétaire de rédaction, chargé de communication, chef de rubrique et éditorialiste. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 90 49 15 691. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.
les infrastructures qui ont été construites à l'époque, etc., sont complètement délabrées. Ouais. Et allez à Ngandajika, il y a l'INERA Mukumari. Et même quand vous êtes ici, l'INERA qui était un grand institut national de recherche agronomique, etc., bien, écoutez, avec quel budget? Les rares des cas, ce sont des coopérations étrangères. On ne peut pas confier la promotion d'une société aux étrangers. Il faut que la coopération technique belge intervienne, il faut que JICA, il faut que la coopération américaine au travail, l'ISAID et compagnie. FAO. La FAO, encore que la FAO, avec quel apport, quel le niveau véritablement, est-ce que c'est dans les cadres expérimentaux, est-ce que dans les cadres de produire des techniques. Il y en a qui fournissent l'ISAID, les boutures, les agriculteurs. Des boutures, etc. Et ça, c'est resté plus comme une formalité d'usage. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, lorsque nous organisons ce genre d'émissions, il va falloir que tous ceux qui ont la décision comprennent qu'il y a moyen de construire une dynamique autour de cette question qui traîne jusqu'à présent. Il n'y a pas que ça, la recherche. Il y a la formation. Nous avons connu ici les centres nationaux de vulgarisation. Qui agricoles bien entendu, qui étaient tout le temps en train de déployer les experts à milieu rural pour s'occuper, n'est-ce pas, de la formation. Dans tous nos secteurs, nous avons près de 478 secteurs. Nous avons 261 chefferies. Nous avons 6095 groupements. 88 000 villages. Et dans tous ces endroits, on a trouvé des agronomes, des vétérinaires, qui avaient des moyens de mobilité et qui pouvaient circuler pour arroser véritablement l'espace. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les quelques rares d'agronomes qu'on peut trouver dans un territoire, il y en a 145, on trouve au chef-lieu du territoire, et l'agronome ne sait pas se déployer parce qu'il n'a pas un moyen. Maintenant, cher Norbert, vous êtes économiste et vous voyez que, par exemple, quand l'économie rurale fonctionne, l'importation, moins. Vous sentez que près de 20 ou 30 ans, tout ce que les Congolais dans le milieu urbain consomment, ce sont des productions des autres États. Comment on doit faire concrètement pour que nous puissions un peu freiner cette invasion? Parce que si nous allons continuer toujours à soutenir la consommation en République démocratique du Congo dans les milieux urbains avec les productions venant d'ailleurs, c'est ce qui tue un peu l'économie rurale. Mais c'est tout simplement, je suis en train de vous dérouler les différentes composantes qui peuvent faire la performance de l'économie rurale. Lorsque on ne met pas l'accent sur le budget de la République au travers le montant qu'on alloue au milieu rural, lorsqu'on ne tient pas compte du foncier pour donner la possibilité à tout et chacun de trouver un lopin de terre pour faire l'agriculture, lorsque vous ne donnez pas de moyens, de crédit aux agriculteurs, aux coopératives, il y a des coopératives de production, de commercialisation, etc. Lorsque on ne fait pas de la recherche pour avoir des semences améliorées, pour apprendre des techniques aussi, techniques culturelles améliorées, etc. Lorsque on ne sait pas identifier et mettre en route ce qu'on appelle des centres de marché rémunérateurs, là où on peut produire et aller vendre, et le paysan peut pouvoir gagner quelque chose. Lorsque vous ne mettez pas l'accent sur les routes des desserts agricoles, il y en a 88 000 kilomètres, les routes des desserts agricoles. Je ne parle pas de bretelles. Or, ces routes, lorsque en 2018, on avait seulement travaillé sur 10 000 kilomètres. Certainement qu'aujourd'hui, on est à 22 000. Aujourd'hui, vous êtes ce qui nous dirige en République démocratique du Congo. Le plan que vous avez mis des PEDEL 145 territoires, ça touche aussi le monde rural. Est-ce que ce qui est réservé aux kilomètres des routes, des dessertes agricoles, on en est où à l'heure actuelle? Je termine en disant que aujourd'hui, il y a à peu près 14 000 kilomètres de voies fluviales potentielles qu'il faut baliser, etc. Avec RVF. Voilà. Et les bateaux ne sont pas disponibles.
Et donc, lorsqu'il faut quitter Kinshasa jusqu'à Kisangani, par exemple, ça pose problème. Ce sont des petits bateaux, des petits embarquements et compagnie, etc. Nous avons 7000 km de voies ferrées. Il faut les rendre opérationnels. Aujourd'hui, on a vu le président Tshisekedi le mois dernier. Le travail est en train d'être fait. Il était avec Service National et avec le locomotive. On a vu que le travail est en cours. C'est doté des locomotives et de ces côtés, dans le même territoire, par exemple dans le Grand Katanga, il y a SNCC. On en est où avec NCC? Parce que le monde rural, vous-même vous dites bien, c'est aussi la mobilité. Bien entendu. La mobilité qui va permettre que les concitoyens qui décident de vivre dans le milieu rural puissent être quand même autonomes. Est-ce que l'avenir de NCC, comment vous le voyez? Parce que même les gens plantent dans le coin, quand même il faut évacuer. NCC, on est où avec c'est le travail. Le travail est immense. Et il faut commencer quelque part. Quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. Et il est très immense. Parce qu'il n'y a pas qu'NCC. Ça, c'est pour les voies ferrées. Mais nous avons plus de 3500 ponts. 3500 ponts. Nous avons 1500 bacs. Tu vois, c'est du potentiel à résoudre, etc. Et le gouvernement s'y attelle. Parce que l'autosuffisance alimentaire constitue la priorité de priorité. Et le SNCC entre dans l'agenda global de remise en route des outils, des socles, des soubassements qui peuvent faciliter la promotion de l'économie rurale. Mais maintenant, il faut concilier le budget et l'ampleur des problèmes qu'il y a, etc. Je vous ai dit que hier, on avait 2000 km de route de dessert agricole sur les 88 000. Aujourd'hui, on est à 22 000. C'est qu'il y a un bon bondissement. Mais est-ce que parce que l'autre fois, même à l'époque coloniale, c'est-à-dire que ce sont les acteurs sectoriels dans le milieu rural qui permettaient aussi que nous puissions avoir les voies d'évacuation que vous appelez les routes de dessert agricole. Ouais. Les plantations qui ont été abandonnées dans différentes provinces congolaises et comptabilisées pour trouver les repreneurs à l'heure actuelle en République démocratique du Congo? Ces plantations sont identifiées. Mais quand vous regardez, je vous avais parlé à l'Équateur, 169 sociétés agricoles. Aucune n'est opérationnelle. Et donc, c'est comme après-guerre. Mais en termes d'identité de chaque entreprise, etc., ça existe. Ça existe. Mais maintenant, il faut négocier. Encore que bon, il ne faut pas que l'affaire soit essentiellement l'affaire du chef de l'État. Il y a un ministère sectoriel qui s'occupe de cette question, et qui doit se déployer, qui doit se démobiliser, etc. Non seulement en termes du budget de l'État, mais également trouver des gens, des acheteurs potentiels qui peuvent récupérer toutes ces plantations, etc. Parce que, je me rappelle bien, on était très jeunes dans certaines plantations, il y avait l'électricité 24 heures sur 24. Beaucoup de sociétés qui étaient déjà opérationnelles avaient même des paysans pilotes. Et des paysans pilotes dans chaque village. Vous avez vraiment tapé là où il faut parce que les villageois ont un problème d'électricité. Et même dans le milieu urbain, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a choisi de créer un opérateur qui gère l'électrification rurale. Le taux dans le milieu rural de couverture d'électricité est de combien de pourcentage aujourd'hui? De manière générale, on est à 8-9%. Dans la globalité. Dans la globalité. Mais en milieu rural, ça doit être moins de 3%. Il y a déjà parmi les épines qui freinent cette économie. Tout à fait. C'est comme ça que le gouvernement de la République, au travers le PDL 145 territoires, a pris en considération cet état des choses. Comme ça que dans le panier, non seulement on est dans le cadre de la reconstruction des bâtiments administratifs, compagnie, etc., mais il y a également l'électrification rurale. Cette électrification rurale avec photovoltaïque. Certainement qu'on n'est pas suffisamment avancé par rapport à ça, mais quand même, ça fait partie de l'agenda du gouvernement de la République au travers ce deuxième mandat pour que, en milieu rural, on trouve, n'est-ce pas, de l'énergie qui permette, encore que un travail de mobilisation, un travail
de susciter l'intérêt de ceux qui peuvent véritablement investir potentiellement soit fait. Et toujours dans ces PDL 145 territoires, on a pris en considération sur les 145 territoires, chaque territoire, les routes des dessertes agricoles sont prises en considération avec un système de cantonnage manuel. Parce que par le passé, il y avait des cantonniers. Beaucoup plus. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais maintenant, on est en train véritablement de recruter. Parce que toutes ces agences, les 3 qui ont été responsabilisées dans cette perspective, sont en train de recruter des cantonnages. Chaque 10 km, on donne à une personne qu'on peut payer à la fin du mois, mais qui travaille, qui entretient ces routes-là, y compris des bretelles. Et non seulement ça, j'ai vu des organismes comme certaines ONG, etc., qui travaillent pour la structuration, n'est-ce pas, des villageois autour des comités locaux de développement. Et ces comités luttent non seulement contre les tracasseries, parce que les tracasseries policières et administratives diminuent dans le milieu rural. Dans le milieu rural. Et ça a beaucoup freiné l'élan, n'est-ce pas, de la production. Et donc, quand il y a ces comités-là qui luttent, quand vous trouvez, par exemple, les services de sécurité comme la NER, comme la DGM, comme, n'est-ce pas, les cours et tribunaux, dans chaque territoire, compagnie, etc. Et je pense que ça permet de réduire toutes ces tracasseries et ça permet de faciliter la circulation des biens et des services et ça permet de raffluer les caisses des villageois. Donc, le projet 145 territoires, non seulement qu'elle s'occupe de la sécurité, elle s'occupe de l'énergie, elle s'occupe de l'eau, les inductions d'eau gravitaire, autour des forages, autour des aménagements des sources, etc. Certainement qu'on a besoin des hommes et des femmes qui sont très préoccupés par l'avenir de la société, pour que finalement, ils puissent... Le Sénégal, pour occuper le monde rural, ils ont créé un plan de relance qui divisait la moitié à poire en deux, donc 50% de ce qui devait se consommer dans le marché sénégalais, ça devait être ce produit à l'intérieur. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, nous pouvons imiter un peu ce que les Sénégalais ont fait? Le président Ali Bongo Ondimba, il vous complète, avait aussi fait la même chose parce qu'au lieu que ça sorte en bride, il fallait mettre des indices de transformation pour que la matière première puisse être transformée localement comme était à l'époque des PLZ. On voyait que la plantation de palmiers servait dans les usines où on broyait le grain de palmier pour extraire l'huile. Et quand ça arrivait à Kinshasa, on avait des industries de transformation de savon, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire, à part ces PDN 145 territoires, mettre quand même vraiment un plan de relance du secteur agricole en République démocratique du Congo pour permettre quand même que le milieu rural devienne comme avant, cher... Le plan est très indispensable, mais je voudrais vous rassurer que le plan lui-même existe. Mais le plan est composé de programmes. Ouais. Et il y a plusieurs programmes sectoriels indépendamment du PDL 145. Le PDL 145 territoires, c'est un programme de $1,660 milliard, essentiellement financé par le budget de la République, les trésors publics. Mais en dehors de ça, il existe plusieurs projets dans les différents secteurs de la vie nationale. Et ce sont ces projets-là qui comptabilisent le fait que nous ayons un budget de 16 milliards de dollars. Vous voyez. Et donc, moi, je suis d'accord avec vous, mais il faut y aller mollo. Parce qu'aujourd'hui, les villages ont été désertés. Beaucoup quittent le village. Non seulement parce qu'il n'y a pas des investissements, ce qu'on appelle les établissements structurants, soit pour des besoins d'aller étudier, je ne sais pas où, pour trouver du travail, je ne sais pas où, pour se faire soigner, je ne sais pas où, etc. Beaucoup quittent le monde rural. Il n'y a pas de travail. Les gens ne veulent plus parce qu'en réalité, notre école ne nous permet pas d'aimer nos villages. Et même l'enseignant qui vous donne cours a tendance à vous dire non, toi tu n'es pas intelligent, il faut rentrer être agriculteur. Et les enfants considèrent être agriculteur, c'est un mauvais métier. Vous voyez, donc on peut vous insulter, vous êtes un villageois. Voyez. Et les gens disent, mais écoute, il faut quitter le village vers la ville. Et quand ils viennent en ville, ils ne trouvent rien. Et on construit une armée de chômeurs sur le marché, et qui deviennent des chômeurs de luxe. Est-ce qu'on ne peut pas faire une fiscalité
spéciale pour le milieu rural, pour que ça soit incitatif et que les gens décident à s'installer dans le milieu rural. Cette fiscalité adaptée, elle est déjà opérationnelle. Elle est déjà opérationnelle parce que le coût, par exemple, du logement d'une maison dans les fonciers au niveau rural, c'est pas le même coût à Kimbaseke, c'est pas le même coût que la Gombe, etc. Donc, cette ingénierie, n'est-ce pas, fiscale, a été déjà opérationnelle. Le problème, c'est un problème d'animation. Les gens qui sont censés véritablement booster le développement de ces milieux-là doivent davantage être entraînés, encadrés, catalysés, pour que finalement ils puissent assumer pleinement leurs responsabilités et contribuer, n'est-ce pas, à la dynamique du développement du monde rural. Mais croyez-moi, le président de la République, parce que nous souhaitions dans un sujet impersonnel, mais je voudrais quand même donner des petits exemples par rapport aux efforts qui sont menés aujourd'hui. Hier, il a existé ce qu'on appelait la Banque de Crédit Agricole, qui n'est plus opérationnelle parce que c'est là que se trouve le service de cadastre à côté de l'hôtel de Cadastre minier. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Fonds de développement rural, qui aujourd'hui est pensé à toute une agence, tout un fonds, une banque en fait. C'est une banque de Crédit Agricole aujourd'hui rénovée, qui doit être rendue opérationnelle. Et vous connaissez qu'il faut un processus avec toute la réglementation, l'accomplissement, etc. Vous savez également qu'il y a le fonds de garantie pour vous, les jeunes entrepreneurs, qui avaient des projets bancables, etc., et qui s'installent dans un milieu où on en a besoin. Hier, je parlais avec un grand entrepreneur de l'époque, qui sera même la semaine prochaine dans ce plateau des Focus Entrepreneurs. C'était un grand dans le milieu, vous le connaissez aussi, Gabriel Mokia. Oui. Il sera dans ce plateau. Il m'a dit, le vrai problème de vous, la jeune génération des entrepreneurs, c'est l'absence de crédit. Vous êtes d'accord avec lui, David, avec Gabriel Moka? Parce qu'il dit, qu'il soit dans le milieu urbain, qu'il soit dans le milieu rural, en tout cas, l'entrepreneur congolais n'a pas le source de financement. Mais vous savez, regardez, quand nous prenons par exemple un pays comme la France. Un pays comme la France a un produit intérieur brut de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. Mais la France a une dette de 3 000 milliards également, donc l'équivalence de son produit intérieur brut. C'est que très clairement, même les milliardaires dont on parle ont toujours des crédits. Le travail, le crédit reste un médicament important dans le cadre de la prospérité économique. Et s'il y a absence de crédit, c'est difficile d'avoir des entrepreneurs avec tout ce que nous avons comme difficultés liées aux routes, liées aux moyens de transport. Vous avez par exemple des produits à Kisangani, vous avez calculé pour des semaines ou un mois, et donc il faut attendre 6 mois, et pendant les 6 mois, vous ne produisez rien, il y a amortissement, compagnie, etc. Et donc, vous êtes en situation difficile. Mais si vous êtes entrepreneur, vous savez que j'ai un marché rémunérateur à Butembo, et que vous êtes capable d'avoir un crédit qui vous permette d'acheter un bateau qui vous amène à Kisangani, vous avez des véhicules qui vont jusqu'à Butembo. Facilement, vous pouvez faire des choses. Donc, aucun pays, et c'est comme ça que même dans le standing des individus dans le monde développé, ils recourent toujours au crédit. Ils recourent toujours au crédit pour rembourser de manière graduelle. Certainement que chez nous, il existe des banques, elles sont au nombre de 18, mais qui visiblement des banques commerciales. Vous osez prendre et on vous retient l'argent à la fin du mois. C'est-à-dire, vous prenez au début de ce mois, par exemple, de juillet, et à la fin, vers les 31, ou les 5, vous êtes obligé de payer une partie. Voyez. Et donc, ce sont des banques, des communautés. Des banques qui permettent, n'est-ce pas, à telle ou telle communauté. Il y a communauté indienne, communauté chinoise, communauté libanaise, communauté. Et ce sont les mêmes qui acquièrent. Excusez. Oui. Ils acquièrent des moyens auprès de leurs banques respectives, comme pour acheter des grands espaces à la Gombe, des grands espaces où ils vont utiliser, n'est-ce pas, peut-être des hôtels, des appartements, etc., au lieu de nous aider à opérer dans des secteurs très productifs et rémunérateurs.
Et là aussi, c'est la responsabilité du gouvernement de la République d'avoir un canevas. Parce qu'en réalité, ces banques se sont installées, mais on ne donne pas l'argent aux Congolais. Et les rares des cas, quand on donne aux Congolais, on ne peut pas aller au-delà. Oui, et tout ça, faisant combine, montre très clairement comment nous sommes bloqués. Qui peut vous donner l'argent pour aller faire l'agriculture, je ne sais pas, dans le Bandundu, dans le Kasaï, dans le Katanga, au village? C'est difficile. Parce qu'on va faire le calcul de rentabilité. On va dire non, ça ne représente rien. Et après, combien de temps vous allez payer? Vous voyez, il faut reconnaître qu'effectivement, nous avons la FPI, mais la FPI n'intervient que sur base d'une industrialisation. Transformation. Transformation. Donc, il faut des industries, etc. Et chez nous, lorsque vous voulez être en milieu rural, il n'y a pas d'électricité. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de FPI parce qu'il y a des montants limités. Vous ne pouvez pas engager l'argent pour produire l'électricité et produire également ce que vous voulez faire en termes de transformation des ressources naturelles. Et donc, tout ça, faisant commune, montre très clairement qu'il y a tellement de problèmes que nous avons la responsabilité aujourd'hui de déterminer une ligne de conduite autour de ces gens qui viennent justement investir chez nous. Et il faut faire une sorte de délocalisation géographique. Voilà, la régie nous signale que nous atterrissons à l'époque de Maréchal Mobutu. Il avait obligé à chaque entreprise de s'impliquer aussi dans le milieu rural. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, qui est de gauche, ne peut pas amener aussi cette approche que le peu d'entreprises qui sont dans le milieu urbain peut aussi aller dans le milieu rural pour que nous puissions quand même freiner cet exode dans le milieu rural qui arrive vers l'urbanisation de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Est-ce que ces genres de mesures, dans le zoom du président Tshisekedi avec le gouvernement de Mme Souminoua, qui est aussi économiste comme vous et moi, est-ce qu'on ne peut pas envisager ça pour que nos villages arrivent à vivre? C'est envisagé, c'est comme ça qu'on est en train d'augmenter la capacité d'intervention d'Inga. Vous savez, nous avons à Inga 40 000 MHz. Aujourd'hui, il n'y a que 1,5 MHz qui sont opérationnels. J'allais dire 1500 MHz. Et donc, la perspective, c'est d'aller dans ce sens-là. Mais on ne peut pas, pour l'instant, vouloir imposer. Certainement qu'on peut montrer les opportunités. Et sur base d'un calcul de rentabilité, l'entrepreneur peut pouvoir évaluer les chances de réussite. Personne ne peut accepter d'aller faire un investissement où il sait qu'il va échouer d'emblée. Et donc, tous ces calculs poussent à ce que le gouvernement de la République, au terme de ses priorités, puisse justement rendre opérationnelle la diversification de l'économie rurale. De l'économie rurale. Non seulement l'économie rurale, mais aussi cette libéralisation du secteur énergétique de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, pour qu'on ait même des privés qui s'occupent de certaines provinces pour donner l'électricité. Et le camarade là, cher Norbert, en conclusion, pour la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour cette économie qui est vraiment le charpente principal de toutes les économies du monde moderne d'aujourd'hui, en République démocratique? À l'époque de la colonisation, cette économie générait 44% des recettes en devises. Aujourd'hui, ça ne représente même pas 2%. C'est un challenge, c'est un défi pour le gouvernement de la République. Et pour cela, le gouvernement de la République dispose pour l'instant une volonté très volontariste, politique, de pouvoir changer la situation. En mettant en place un budget qui dépasse 6% aujourd'hui, en mettant en place une politique foncière, dans cet agenda, dans ce panier, il y en a de réformes, en mettant en place une politique de crédit agricole. Vous savez ce que représente les fonds de développement rural aujourd'hui, vous savez ce que représente c'est pas les fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs, etc. En mettant, en donnant la possibilité à l'INERAN de renaître davantage au travers de la recherche agronomique, en donnant la possibilité de pouvoir arranger les routes, parce que plus de 80% de nos routes de cette agricole ne sont pas opérationnelles. Et donc, le gouvernement y est dedans. Le gouvernement est en train de requinquer, n'est-ce pas, le service national de voies ferrées. Aujourd'hui, l'ONATA, ce qu'on appelait ancien ONATRA, bien entendu, la société de transport est en train de renaître. CPT. Et donc,
la commercialisation est déjà en marche. Et donc, tous ces éléments faisant commune, encore que au niveau de l'administration publique, qui est la colonne vertébrale de ce que représente l'État de notre pays, qu'on stabilise les agents, qu'ils soient véritablement payés, qu'on lutte contre la corruption et qu'on permette à ce que véritablement les entités territoriales décentralisées, même déconcentrées, soient dirigées par des personnes préoccupées pour l'avenir de la République, mais qui ont la technique de gestion, de gouvernance. Et tout cela faisant combine va pousser à la promotion, à la performance de l'économie rurale. Le contraire serait l'ère démagogique. Et nous croyons qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique déterminante pour que finalement l'économie rurale soit à la base de l'économie de notre pays. Parce que hier, c'était pareil. Et toutes les ressources naturelles sont en milieu rural. C'est de là qu'il faut commencer la transformation. Et les zones économiques qui ont été choisies comme zones économiques spéciales, avec exonération des taxes et compagnie, etc., devront servir de modèles et référentiels pour faciliter cette promotion économique. Nous vous remercions, cher Norbert, pour cette émission d'aujourd'hui. Ce ne sera pas la dernière. Ouais. Je crois que la semaine prochaine, on va revenir pour tout ce qui est les problématiques des business. Merci. Est-ce que les Congolais, plein 21e siècle, dans cet espace qu'on appelle la francophonie, on peut aussi tirer nos pions? Et quant à moi, je vous remercie. Je remercie aussi l'équipe technique qui était avec nous, à tous les francophones du monde qui suivent cette émission SAGECO de la chaîne francophone de l'économie de business. Merci, à la prochaine occasion. Merci beaucoup. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.